aventure humaine, si méditerranéenne, qui ne reconnaît pas les frontières. Ce petit bout de terre qui est le belvédère de l'Afrique, le Cap Bon, Titi, la Sicile, vous le savez. Et nous sommes aux confluences fondamentales de Carthage et de Rome, mais également de Kairouan et de la Sicile. La Sicile fut kairouanaise pendant 2 siècles et demi, le sait-on assez. Et le cimetière musulman de Kairouan compte dans sa vieille partie autant de tombes chrétiennes de Siciliens décédés à Kairouan pour leurs affaires, pour leur commerce, que les musulmans de Kairouan. Voilà une ville ex nihilo. Kairouan n'existait pas, c'est le conquérant arabe Uqba ibn Nafi' qui l'avait fondé en 670 et qui s'est développé, mais qui s'est développé de façon très étrange. Elle ne s'est pas singularisée par l'empreinte unique de l'islam. Non. Non, l'école de médecine était juive, était israélite. C'était Abu Ishaq al-Israili qui était le maître de la médecine de Kairouan et son élève, le Kairouani Ibn al-Jazar, a lui prospecté de nouveaux horizons dans la médecine. Ses œuvres, Monsieur le Président Sueur, avaient été traduites en latin en l'an 1000. Et ces œuvres ont nourri cette école de médecine fondatrice de toute la civilisation de la Renaissance, qui était l'école de Salerno, au sud de Naples, qui était le foyer de la Renaissance européenne. C'est là où les intellectuels brillants de la Renaissance ont adopté les grands esprits de la culture arabe. Je parle d'Averroès, l'Andalou. Dante Alighieri avait décrit le paradis des antiques avec Averroès, qui était le maître du rationalisme, le maître d'Aristote, le traducteur d'Aristote, qui est mort naturellement vilipendé avec l'autodafé de ses livres à Marrakech, grâce au grand théologien rétrograde de Marrakech, et qui a été convoyé à dos de mulet après sa mort jusqu'à Cordoue, pour être enterré auprès des siens, veillé par Ibn Arabi, par tous les grands esprits rationalistes et les grands poètes mystiques de l'époque. C'est notre aventure commune. Si je parle de Kairouan et de l'Andalousie, c'est dire que il y a là la rencontre de tous les peuples de l'Ouest méditerranéen. Lorsque nous parlons d'Andalousie, nous parlons d'une terre qui est nôtre, nôtre spirituellement, naturellement. Il ne s'agit pas d'aller recoloniser l'Andalousie. Mais tout l'esprit rationaliste que nous avons hérité avec Ibn Khaldoun, notre grand historien, vient de l'Andalousie, vient de cet héritage absolument monumental. Tout comme il vient des grands maîtres de la culture chrétienne, de Tertullien et des autres, de Saint-Augustin. Il me vient là l'idée de recommencer, vous verrez pourquoi, de recommencer le récit très court de l'histoire des figues. Caton l'Ancien, le terrible sénateur romain, qui était un des personnages les plus influents du Sénat de Rome. Monsieur le sénateur, monsieur, j'espère pour vous une carrière aussi marquante, mais moins destructrice. Moins destructrice. Ça, c'est sûr. Caton est allé en mission d'études à Carthage, après la défaite d'Hannibal et son départ. Il voulait savoir si Carthage avait plié, si Carthage, par le poids des impôts que Rome lui a imposés, allait enfin reconnaître sa défaite. Il a trouvé une ville prospère. Le commerce était de nouveau absolument profitable. La bourgeoisie de Carthage s'était installée à nouveau dans de nouveaux quartiers. Les remparts de Carthage étaient de plus en plus imposants, 32 km d'une grande muraille, avec des réserves d'eau sous ces murailles, avec, monsieur le sénateur, vous le savez, des voies, des ruelles, des rues qui étaient pavées, avec, s'il vous plaît, des égouts, le tout à l'égout.
Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette puissance, ce génie de Carthage, va faire peur à Caton, au point que le vénérable sénateur va acheter, là, chez un marchand du port punique de Carthage, quelques figues, quelques bonnes figues de Carthage. Et une fois arrivé au Sénat, Caton, dans sa toge, avait quelques figues. Il les a offertes aux plus jeunes des sénateurs, aux plus vieux des sénateurs. Goûtez ces figues et dites-moi ce que vous en pensez. Mais elles sont exquises, sénateurs, ces figues. Elles sont exquises. Vous avez dégusté le miel de ces figues de Carthage? Oui, sénateur, nous vous en remercions. Ce miel, c'est le venin de Carthage, c'est le poison de Carthage. Ces figues sont encore fraîches, c'est-à-dire que le danger est proche. Détruisez Carthage, sinon Carthage détruira Rome. C'est la première histoire des figues. Plus tard, une histoire beaucoup plus pacifique que la destruction de Rome, qui fut terrible. C'était la première apocalypse de l'Antiquité. Troie, c'était beaucoup moins spectaculaire et moins tragique que la destruction de Carthage. Mais quelques siècles plus tard, de jeunes étudiants de Carthage qui aimaient bien boire la nuit après leurs études, dont un certain Augustin, natif de Tagaste, du Socrates, dans l'actuelle Algérie, courait dans les ruelles de Carthage, dans ces escaliers très bariolés, très fleuris, et là, sur la devanture d'une maison de Carthage, il y avait un panier de figues, absolument appétissant. Et quand on a bu, on aime bien prendre quelque chose de sucré, toujours le sucré. Et Saint-Augustin et ses camarades se saisissent de ce couffin, le volent, courent comme des fous dans les ruelles de Carthage. Et plus tard, quand il ira à Milan, et sa mère ne cessant pas, sa mère Sainte Monique, qui ne cessait de lui parler d'une possible conversion au christianisme, à l'esprit du Christ, il se rappellera toujours de ces figues comme un péché inoubliable, ce larcin. Alors les grands professeurs de l'histoire augustinienne, ceux qui étudient et réexposent les œuvres de ce fondateur de l'Église catholique universelle, parlent toujours de cet excellent, de ce magnifique larcin de Saint-Augustin. C'est la première fois où j'entends de bons chrétiens louer un vol. Et j'en ai retenu toujours ce goût des figues tunisiennes. Je vous parle de tout cela, non pas pour exposer ma science tout à fait limitée. Je parle de cela parce que tout à l'heure, en écoutant, je me disais, que manque-t-il au tourisme tunisien? Il lui manque une dimension culturelle extrêmement essentielle. Il manque une culture générale. Et je vais préciser ma pensée, si vous le voulez bien. Il lui manque un métier, celui de médiateur. Je ne parle pas du guide qui vend les tapis dans les souks et qui prélève sa dîme. Je parle d'un médiateur. Je parle d'un médiateur qui met en confiance ce couple de retraités de Limoges qui arrive à Sufetula et à qui personne n'explique ce qu'est Sufetula. Nous étions à Sufetula il y a quelques années avec un groupe d'historiens autour de Fathel Djewi, qui était le maître d'œuvre pendant des années, un archéologue de grand talent. C'est lui qui a restauré Sufetula, qui l'a refondé pratiquement, et 2 bus de touristes grenoblois, je crois, sont arrivés. Non, mais que faites-vous ici? Nous avons un séminaire sur les steppes de l'ouest tunisien. Ah bon, c'est important? Mais oui, la ville est importante. Vous venez d'où? De Rhône-Alpes. Vous savez que votre consul romain vient de Sufetula et qu'il a gouverné la région Rhône-Alpes pendant 20 ans. Il était tunisien, il était berbère, de culture latine naturellement. Parce que, comme d'habitude, Rome avait le génie de convertir les colonisés en citoyens romains, par la culture latine notamment. Où sont les médiateurs du tourisme tunisien qui vont expliquer ça aux centaines de milliers de touristes français ou de touristes italiens ou espagnols qui vont affluer avec la reprise, Inch'Allah? Qui va leur expliquer cela? J'ai fait le tour
de tous les hôtels de Tunisie. J'ai écouté ce que racontent les guides, ce que racontent les animateurs. C'est absolument désastreux. Et il y a un manque de culture, une cécité, y compris les tour opérateurs, qui ne sélectionnent pas assez les intervenants. Et je me rappelle de notre tournée d'Istanbul, par exemple, où pour les groupes étrangers, ce sont les étudiants des facultés de lettres et des sections linguistiques qui sont chargés, après apprentissage, de conduire les groupes de touristes francophones, anglophones, etc. Je me rappelle de cette belle jeune fille, monsieur le sénateur, très belle, vraiment une princesse d'Orient qui nous conduisait à Dolmabahçe, le fameux palais du Bosphore, pour nous montrer la salle de bal, j'ai fini, pour nous montrer la salle de bal de ce palais, cette salle de bal que les princesses admiraient depuis les alcôves, mais que le sultan, n'est-ce pas, admirait dans la salle, cette salle, la plus grande salle de bal d'Europe, et c'est elle qui nous expliquait cela, avant d'éclater en sanglots, en ouvrant une porte et en nous présentant le livre où était mort Mustafa Kemal Atatürk, le père de la nation. Donc, des médiateurs de grâce. Exigeons cela de notre amie, la ministre du Tourisme. Des médiateurs, une nouvelle formation, une formation rapide, accélérée, avec, vous savez, nous ne manquons pas d'historiens, et des historiens bavards, agréables, sympathiques, synthétiques, qui pourront leur donner cet esprit sain, ces détails qui permettront aux touristes de mieux comprendre la terre qu'ils visitent et de passer des soirées à comprendre Saint-Augustin, à comprendre Kérouan, à comprendre Carthage. Je vous remercie, Monsieur le Président.